Alors pourquoi en est-on arrivé là? Je veux dire, en répondant par là même à quelques observations qui, une fois encore, ont un peu ajouté à ce discours qui nourrit ce que certains d'entre nous, je crois à juste titre, considèrent comme étant une forme de populisme d'État, sur des associations d'élus passéistes, sur des syndicats d'élus, sur des postures politiciennes, sur on n'entend pas véritablement cette défiance. Je veux dire à ceux qui pensent cela qu'ils ne prennent pas vraiment la mesure de la réalité. Il y a à la tête de ces associations, globalement, des gens violemment modérés et qui ne sont plus dans le champ de la politique partisane du quotidien. Des gens qui n'avaient aucune prévention, quels qu'aient pu être leurs engagements. J'ajoute que le système de parité politique à l'intérieur de nos structures crée les conditions de l'exigence de la définition d'un consensus. Et c'est probablement l'une des plus belles missions républicaines. C'est le cas des maires, c'est le cas des présidents de département, c'est le cas des présidents de région. Nous sommes formés, nous sommes en quelque sorte organisés, matin, midi et soir, pour essayer de trouver le plus petit dénominateur commun dans le pire des cas, le plus grand des multiplicateurs communs dans le meilleur des cas. Et lorsque nous avions reçu, nous les maires de France, tous les candidats à l'élection présidentielle, nous avions fait des découvertes. Emmanuel Macron était un candidat relativement peu connu des maires, il n'en avait pas exercé la responsabilité, il a été choisi par les Français, nous nous inclinons avec un immense respect, sa charge est immense et nous souhaitons la réussite de son mandat parce que ce sera la réussite de la France. Au moment où il prend la parole devant les maires de France, il dit « je vais demander un effort aux collectivités locales ». Il se fait siffler, il est assez sincère dans sa réaction, et à la fin il se fait applaudir, pas simplement par des soutiens, ils étaient relativement peu nombreux à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de marcheurs à ses côtés pour le dire, il y avait plutôt des gens qui soutenaient d'autres candidats, mais voilà, il avait pris cet engagement, je demanderai un effort de 10 milliards aux collectivités locales. Les autres élections se produisent, le gouvernement se met en place une structure que nous avions souhaitée, nous, les régions de France, les départements de France, qui s'appelait non pas une conférence nationale des territoires, mais nous voulions une instance de dialogue et de discussion et de négociation. Le jour même de l'ouverture de la conférence nationale des territoires, nous apprenons que l'engagement du candidat passe de 10 à 13 milliards. Le jour même. Comment voulez-vous, dans ces conditions, mon cher président Larcher, cher Gérard, nous étions sous ton autorité, à la table du déjeuner. Comment accepter un tel passage et un tel effort? Je rappelle que l'effort précédent demandé était de 11 milliards. Et je vais juste, pour qu'on ait bien les chiffres en tête, rappeler les chiffres. Les 11 milliards d'efforts de réduction de dotation ont eu comme impact une baisse de 28% de l'investissement local en 2 ans et demi. 10 points d'investissement dans le modèle économique français, d'investissement public dans un pays comme le nôtre, c'est 0,2 points de croissance. Les 13 milliards annoncés d'ici la fin de la législature, ce sera encore de l'ordre de 30% d'investissement public dans notre pays. Alors il faut le dire, est-ce qu'on veut encore de l'investissement dans notre pays? Quel est l'agent économique qu'une entreprise, un ménage, un territoire qui peut imaginer se projeter vers l'avenir s'il n'y a plus d'investissement? Et derrière, c'est tout l'ensemble du territoire et de son organisation économique, des TPE, des PME, des ETI, qui se met en place autour de la commande publique, des activités du bâtiment, des travaux publics, qui fait qu'il y aura beaucoup de casses et certainement des dizaines de milliers d'emplois qui disparaîtront, sans parler effectivement du savoir-faire et sans parler naturellement de la désespérance de l'organisation de nos territoires. Ça a été une douche froide. Certains ont appelé cela l'été meurtrier, puisqu'il y a eu d'autres mesures. Ces 3 premiers mois ont créé les conditions d'une défiance, mais nous avons joué le jeu. Et le 100e congrès des maires de France s'est mis en place dans une volonté d'écoute. Et je crois qu'on ne peut pas avoir fait plus accueil républicain que ce que nous avons organisé pour le 100e congrès des maires de France. Le président de la République a ouvert 2 chantiers, l'un sur la fiscalité locale, l'autre sur la révision de notre loi fondamentale pour ce qui concerne justement la libre administration des collectivités locales et l'expérimentation. Nous avons accepté cette main tendue et nous avons dit « nous allons jouer le jeu ». Il y avait en parallèle des discussions sur la problématique du logement. Gérard Larcher, président du Sénat, toujours dans ce rôle de grand protecteur, convaincu, efficace et avec une force et une puissance qui nous aident et dont nous avons bien besoin, met en place en parallèle une conférence du consensus sur le logement, car déjà les tensions sur la perspective du logement apparaissaient relativement nettement, moins nettement que ce que c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, la mise en place de ces groupes s'est résumée au fond des auditions, avec des gens aimables, un peu tendus, puisque nous prenions des positions publiques malgré tout, pour aboutir à une volonté d'opposer les départements aux communes et aux intercommunalités
pour faire en sorte que les régions ne puissent pas bénéficier des moyens financiers dont ils ont besoin pour assumer des compétences que par ailleurs l'État avait imposées dans son immensité. Et la conclusion de ce travail sur la nouvelle fiscalité locale, c'est la solidarité absolue entre les communes, les départements et les régions. Nous n'irons pas, en tête de gondole, mon cher Dominique, je te le dis, porter la parole de la volonté de récupérer le foncier bâti ou non bâti en lieu et place de la taxe d'habitation. Nous serons solidaires de ce que vous souhaitez. Nous accompagnerons, parce que nous sommes concernés, ces politiques sociales de proximité et nous répondrons présents à toutes les initiatives que vous pouvez prendre en la matière. Ce que nous demandons sont deux idées simples. Conserver, c'est vrai, le lien entre le territoire et son habitant. Le contribuable apporte justement cet effort fiscal pour bénéficier de services publics. C'est important qu'il en mesure le cadre général et l'efficacité. Et deuxième élément de réflexion, nous souhaitons naturellement une assiette dynamique. Il y a d'autres mesures proposées, il y a d'autres perspectives. Le deuxième chantier fut la révision constitutionnelle. Son issue est désormais incertaine. Il appartient aux constituants, au Sénat, à l'Assemblée nationale, de voir avec le gouvernement quel sera l'ordre du jour de cette nouvelle discussion. Nous avons déposé des amendements pour conforter ce que veut dire une république décentralisée, pour lever l'ambiguïté du cadre général de l'application de la loi organique sur la libre administration des collectivités territoriales dans le cadre défini par la loi. Et tout le problème vient de là, c'est que la loi est souvent la loi de finances, et c'est ainsi que l'on coupe la tête à travers l'affaire des dotations. C'était une année difficile et exigeante, c'était une année incertaine et extraordinairement décevante. Nous ne sommes pas des syndicats d'élus, nous sommes surtout les représentants de territoires investis d'un mandat. Les communes ne sont pas des filiales et des succursales de l'État. Si nous agissons au nom de l'État dans certaines politiques publiques, nous administrons librement sur la base du mandat qui nous a été confié. Et si on veut remplacer ces élus bénévoles, en les désespérant jour après jour, en expliquant par exemple en effet que lorsqu'ils font des emplois aidés, c'est du clientélisme, vécu comme une insulte pas uniquement par André Léniel, par tous les maires de France. Car qui peut croire qu'on embauche quelqu'un exclusivement pour récupérer sa voix? C'est incroyable de penser ça. Mais tout cela additionné nourrit ce discours qui structure justement aujourd'hui un mouvement de désespérance des élus. Et si nous réagissons, et si nous nous levons, et si nous demandons un espoir, non pas de dialoguer, mais de négocier pied à pied pour structurer justement l'avenir de la République française qui appartiendra aux vraies grandes républiques décentralisées, c'est parce que nous ne pouvons accepter, en restant silencieux, la diminution jamais observé du nombre de maires adjoints et du nombre de conseillers municipaux en l'espace de 4 ans. Le mouvement, il est spectaculaire en volume, mais il est encore plus spectaculaire quand on sait que c'est une génération qui, elle aussi, s'est levée en 2014, plutôt de la société civile, plutôt entre 35 et 45 ans, et qui avait envie de servir sa commune, et qui, en 3 ans, disparaît, démissionne, jette l'éponge, rend son écharpe. Si on veut remplacer ça par des fonctionnaires, alors non seulement on a tout perdu, on aura d'abord une République abîmée dans tous les sens du terme, qui aura échoué dans sa vitalité de proximité à travers la densité et l'impact que représente cet engagement bénévole. Et elle aura aussi créé les conditions d'une fatigue extrême, ce qui aura éloigné aussi les administrés, les habitants, les citoyens, les contribuables, bref, les Français, de ce qui peut créer le contrat social et aura nourri encore un peu plus les populismes de tout crin. C'est donc notre responsabilité de nous organiser, c'est notre responsabilité de prendre l'opinion publique à témoin pour peser sur ce pouvoir que nous respectons comme républicains, mais que nous contestons dans la méthode comme dans l'organisation. Le chemin d'un dialogue est toujours possible et la main, elle sera toujours tendue, mais plus aux conditions précédentes, plus à celles qui consistent à imposer une contractualisation avec un recul incroyable sur le plan historique d'un préfet qui va effectivement mettre les mains dans un cambouis qu'il ne connaît pas et dans une organisation qu'il ne maîtrise pas, n'ayant d'ailleurs plus à sa disposition la matière grise nécessaire pour comprendre précisément ce qu'est la vélocité d'un argent contribuable dépensé à l'échelle locale. Et ce qui est devant nous, et si vous avez des noms de préfets en tête, j'en ai également, il est parfois assez spectaculaire de voir des représentants de l'État retrouver une nature qui date d'avant les années 80, comme quoi chasser, comme disait Coluche, le naturiste, il revient au bungalow. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation d'une réflexion qui a été caressée en quelque sorte par Dominique Régnier, ce sont mes mots de conclusion,
qui est au fait le fait que ce n'est pas Paris contre la province. Je précise d'ailleurs que la maire de Paris et son conseil municipal ont apporté un soutien écrit à l'initiative que nous prenons. C'est en réalité une haute administration, essentiellement d'organisation et d'inspiration budgétaire, qui n'a jamais accepté la décentralisation. Et le problème, il est là. C'est la non-acceptation de la décentralisation, avec un État qui n'a plus les moyens de cette ambition, plus les moyens humains, plus les moyens matériels, plus les moyens financiers. Une dette à plus de 2000 milliards d'euros crée les conditions, au fond, d'une asphyxie de notre économie. Et cette non-acceptation les amène à prendre la pire des mesures, dans un tropisme qui, de surcroît, avec ce pouvoir, amène à centraliser tout entre les mains d'un seul et même homme. Tous les mouvements observés au cours de ces dernières années montrent une aspiration à plus de liberté, plus d'autonomie. Regardez les consultations référendaires qu'il y a eu non loin d'ici, en Italie, il y a 18 mois, en Lombardie et en Vénétie. Je ne parle même pas de la Catalogne, qui fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui, et cette semaine singulièrement, en raison de son club de football, bien sûr. Je pense à d'autres sujets. Ce mouvement, il est profond. Et quel sera le rendez-vous si d'aventure nous échouons dans cette capacité à nous faire entendre par le président de la République sur cette nouvelle vague de décentralisation? Des communes, non pas qui seront regroupées, mutualisées, rassemblées, ayant offert le meilleur rapport qualité-prix pour l'utilisation de l'argent du contribuable, mais plutôt des populations qui resteront sur place, qui ne seront plus accompagnées par des bénévoles, qui seront dirigées à distance, avec un coût budgétaire qui n'aura rien à voir. Vous ne pouvez pas mettre en comparaison, à l'échelle d'un cycle de vie, un élu globalement bénévole et un fonctionnaire qui rentre à 25 ans, qui en sort à 62, il a encore 20 ans d'espérance de vie, son coût budgétaire est d'1,8 million. Vous faites la somme, vous aurez plusieurs points de croissance en plus dans la gestion à distance par des fonctionnaires arrachés à leur territoire. Et ces gens qui vivent dans nos petites communes, plus d'un Français sur deux dans des communes de moins de 10 000 habitants, plus d'un Français sur deux, près de 40% dans des communes de moins de 2500 habitants. C'est ça la réalité de la sociologie française, et l'histoire d'un pays est dans sa géographie d'une part, mais aussi dans sa sociologie. Eh bien, ces gens qui payent des impôts, qui ont droit à la même couverture numérique, aux mêmes qualités de prestations de services, à la même qualité d'infrastructures et de voies de communication, et à la même espérance d'avoir un territoire qui se développe, en justement créant les conditions pour que les nouvelles générations pourront s'installer dans leur lieu qui leur est familier et dans ce repère qui les aura permis de se construire, eh bien ces gens-là vivront comme un abandon complet, et c'est ce qui nous porte aujourd'hui. Ce ne sont pas les maires qui refusent de serrer la ceinture, c'est la voix de ceux qui ont été mandatés pour faire entendre des gens qui sont aujourd'hui dans une forme de désespérance. Le même esprit nous anime pour tous les départements, le même esprit nous anime pour toutes les régions. Et les régions, à qui on a confié des responsabilités imminentes, au fond l'État a demandé aux régions d'organiser l'aménagement du territoire, et globalement en individuel ça se passe bien, très bien, avec une qualité d'écoute et au fond la même vitalité et la même volonté de développer ces territoires. On leur retire non seulement les moyens d'être au plus proche du coin de la rue, par exemple la formation professionnelle, mais on ne leur donne pas les moyens d'avoir l'ambition pour exercer les compétences. C'est donc un effet de ciseau qui est spectaculaire et qui, dans quelques années, va nourrir des débats qu'on n'aurait jamais imaginés dans un pays comme le nôtre, de demande de nature fédérale. Parce que si on n'arrive pas à se faire entendre par un État impuissant, alors on aura des revendications d'un éclatement de l'État. C'est ça qui est devant nous. Et c'est pour ça que l'heure est importante. Et c'est pour ça que la préoccupation de la République de proximité et de ses territoires unis justifie pleinement l'expression de notre solidarité, l'affirmation d'un mouvement collectif, la détermination d'être puissamment républicain à l'écoute et toujours en disponibilité d'un dialogue, mais avec la ferme détermination désormais d'avancer sur le chemin de ce qui sera le sauvetage de la République, c'est-à-dire son organisation décentralisée. Merci beaucoup et bon congrès aux régions de France. Monsieur